pourriez-vous développer sur la question du mouvement ouvrier hors partidaire, en particulier le mouvement syndical et les forces ouvrières ou je dirais en Argentine? Oui, dans leur mouvement et leur capacité à s'auto-organiser, qui est toujours le problème majeur, on peut dire en France. Par exemple, ça va venir sur la question de la SNCF et les attaques aujourd'hui qu'on vit actuellement, ou en France, ou en Italie, ou en Espagne actuellement. Le mouvement ouvrier, à ce moment-là, subit une rupture très très grande entre la Centrale Générale des Travailleurs, bureaucratique, assez fascistisante, collaboratrice, péroniste, et une nouvelle centrale ouvrière, la CGTA, Centrale Générale des Travailleurs argentine, qui est vraiment la gauche péroniste chrétienne. Les dirigeants les dirigeants de Grafico, Ongaro, voilà. Ongaro, les dirigeants, ils viennent par exemple du christianisme. Ils viennent du christianisme, n'est-ce pas? Bon, du christianisme de gauche. Non? Alors, cette centrale-là est à Córdoba, Tosco, un syndicat de Lucifuerza. Bon. Il y a quand même, dans les pays, il se dégage vraiment une force ouvrière très radicale de gauche, non? Avec une grande puissance, et qu'avec ces insurrections-là, où convergent ouvriers, étudiants, paysans, il accule la force fasciste bureaucratique de la CGT, les accule à... non, mais c'est pas une provocation, hein, c'était des fachos, hein, c'est-à-dire les Montoneros, les premières actions qu'ils ont fait, c'était liquider des dirigeants bureaucratisés. C'était même une discussion, juste une parenthèse, c'était une discussion entre Montoneros et nous, parce que nous on était les gentils, il faut savoir. Hein. Et alors, la discussion c'était les dirigeants bureaucratisés, il faut que la base les dégomme par élection, on disait. Et les Montoneros, ils n'avaient pas la patience, ils disaient, nous on les dégomme à coup de fusil. Et alors, donc, en fait, c'est-à-dire, non, la contradiction était très très forte entre les deux, se tirer dessus, se tuer, etc. Donc, il y a eu l'émergence d'un mouvement ouvrier très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui regardent à Buenos Aires et à Córdoba, les centrales syndicales alternatives, qui étaient énormes, étaient aussi les centres de culture alternative. C'est-à-dire que les artistes, les étudiants, tout le monde convergeait vers ces lieux-là, avait des revues très très intéressantes, et c'était des centres de contre-culture et de production d'une culture. C'est-à-dire qu'il y avait la production d'un nouveau paradigme de comment l'Argentine pourrait être, n'est-ce pas? Il y avait une force très grande d'un syndicalisme qu'après la CTA en Argentine, pour ceux qui connaissent, a essayé de faire, et c'est un tout petit peu ce que Sud a essayé de faire ici il y a quelques années. N'est-ce pas? Il y a quelques années, ils ont essayé quand même d'être une force à la fois de production d'un nouveau paradigme où les scientifiques participent, les intellectuels, les artistes. Bon. Alors, oui, il y a eu un grand développement comme ça d'alternatives ouvrières qui aboutit comme ça, juste avant le déclenchement de la répression totale, à la formation des, comment on dit, des collectifs, non, comment on dit en français, en français, comment on dit, les coordinations, non, les alternatives à Villa Constitution, dans lesquelles il y avait vraiment un mouvement, c'était en train de se cristalliser un mouvement ouvrier et populaire très très fort, et la répression militaire a commencé là. C'est-à-dire que c'est là où ils sont massacrés des dirigeants ouvriers, des gens qui étaient là. Donc, oui, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'était très très puissant. Mais surtout, ce qui était très significatif, c'est que un étudiant, un artiste, un ouvrier, un scientifique s'est trouvé là. S'est trouvé dans ces lieux-là, dans ces lieux de convergence. Donc, il y avait la possibilité de production d'un nouveau monde. Voyez, et c'était tout à fait l'opposé de la vision du parti. Voyez, parce que qu'est-ce qu'il fait le parti? Le parti, il dit, il faut une commission femmes, il faut une commission scientifique, il faut une commission philosophique. Voyez, c'est un agrégat. Un agrégat, c'est un cadavre. Ce qu'il y avait là, c'était un organisme. Voyez, vraiment, le monde s'est pensé là-dedans, et c'était vraiment organique. Oui. Oui, c'est juste toujours très séduisante, les analyses, ça me parle beaucoup, Miguel.
Tu as oublié, je pense que tu as oublié, parce que tu le dis très souvent, mais là, tu as fait comme s'il n'existait pas, c'était la contraception, la libération des femmes, et cette liberté qui a permis, comme l'Europe, quoi, ou plus que l'Europe, et qui reste aujourd'hui une avancée importante. Mais absolument, tu as tout à fait raison, Maïté, planning, qu'effectivement, c'est-à-dire l'arrivée de la pilule a marqué une sorte de coupure transclasse, n'est-ce pas? Transclasse. Parce qu'effectivement, la pilule intéressait les filles ouvrières, les étudiantes, mais aussi les bourgeoises, mais aussi les filles de la oligarchie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la pilule était une révolution totale, et c'est très drôle parce qu'à l'instar de Francisco, qui n'aimait pas trop parler des préservatifs, n'est-ce pas? Les petits curés de la théologie de la libération, ils ne parlaient pas de la pilule. C'est-à-dire ils ne voulaient pas parler de ça parce que la pilule était une telle bombe, n'est-ce pas, révolutionnaire, que même les petits curés de la théologie de la libération préféraient regarder ailleurs et distribuer dans certains cas la pilule pour les mineurs, parce qu'ils disaient carrément que, bon voilà. Alors je voudrais connaître ton point de vue là-dessus, que le Cordoba c'était vraiment une situation ouvrière insurrectionnelle qui aurait pu déboucher éventuellement avec d'autres luttes sur une prise de pouvoir, et donc il y avait, me semble-t-il, une différence très très importante entre les militants qui essayaient de construire ça, hein, je vais schématiser, et puis bon, le PRT qui pensait que c'était la lutte insurrectionnelle dans d'autres focaux qui allait permettre au contraire de prendre le pouvoir, quoi. Donc je voudrais savoir un peu comment tu situes les deux courants, hein, je schématise, entre le PST et le PRT à l'époque, par rapport à la question de l'insurrection, quels étaient les rapports de force en présence, et est-ce que par rapport au Cordoba, il n'y a pas quelque chose qui à l'époque a été peut-être loupé par manque de... Non, écoute, le Cordoba, il n'y a rien de loupé au Cordobazo. C'était la première des 10 insurrections. Même c'était très drôle parce que le dictateur de l'époque, après réprimer Cordoba, a dit on a coupé la tête à la víbora, non, au serpent. Et alors, donc, un an après, la prochaine insurrection s'appelait les coups de serpent. Non. Alors il y a eu une série d'insurrections partout, avec aucune possibilité de prise d'aucun pouvoir. Il y avait une dictature, il n'y avait aucun type de programme, ni de projet, ni de possibilité, ça visait aucun pouvoir. Et les PRT, qui à l'époque donc l'ERP n'existait pas encore, les PRT avec ce qu'on appelait les commandos Che, hein, ont participé, c'est-à-dire c'était la garde rapprochée des Tosco et les dirigeants ouvriers, c'est-à-dire que en fait le PRT à ces moments-là, au contraire, c'est un moment dans lequel le PRT il est très fusionné et très dans les mouvements des masses, disons comme ça. Après, le problème c'est que Santuccio, notre premier commandant, avait l'obsession de la guérilla dans les maquis, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et alors donc, au fait, c'était son obsession, mais vraiment son obsession. Il existait des critiques militaires, des camarades qui étaient encore guevaristes à Cuba, c'était la minorité, mais il restait. Il y avait Ochoa, il y avait quand même de la Guardia, ceux que Fidel a tué après tout de suite, non? Mais il y avait des critiques militaires en disant mais vous déconnez avec ça. Mais c'était son obsession. Mais la réalité quantitative du terrain, c'était qu'à Tucumán on n'a jamais mis plus que 5% de nos forces à la montagne, je veux dire, non, à la montagne. Alors, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui était très critique, ça n'a pas manqué, ils m'ont envoyé voir qu'il y a une balle à Tucumán. Alors, heureusement pour moi, j'ai vu de l'eau, j'ai eu une dysenterie très forte, je suis rentré, continué à faire la guérilla à Buenos Aires, chose qui était très cool parce que quand tu te retires, tu prends le métro et tu rentres chez toi. En tant qu'à Tucumán, il fallait marcher avec. Voilà. Et quand il commençait les coups de feu, tu ne savais pas d'où ils venaient les coups de feu, ni vers qui il fallait tirer. La meilleure chose à faire pour nous, ça semblait rigolo, mais il faut savoir les niveaux de délire dogmatique, n'est-ce pas? Il fallait faire la guérilla de Tucumán. Sauf que les autres peut-être étaient beaucoup mieux que moi. Mais en tous les cas, à mon niveau,
La vérité, c'est que la meilleure chose que je pouvais faire, qu'elle commençait les coups de feu à Tucumán, c'était ne pas tirer pour ne pas descendre en copain. Parce que être dans les maquis, vous voyez, les maquis, la jungle, n'est-ce pas, ben c'est un sacré truc. Et il y avait effectivement une obsession. Mais la vérité, c'est que c'était 5% de nos forces militaires. Après, il y a eu un effort terrible parce que pour chaque combattant qu'il fallait mettre là, pour qu'il bouffe, pour qu'il soit soigné, il y avait un effort terrible pour Tucumán. Mais la vérité, c'est que la guérilla rurale était minime par rapport à la guérilla urbaine. La plupart des combattants, on était du début jusqu'à la fin dans les villes. Bon, merci à tous les deux. Et puisque tu parles, Miguel, quand tu interviens sur la question de l'organisation, on comprend bien, à la lumière d'aujourd'hui, qu'il faut réfléchir aux nouvelles formes d'organisation, puisque on est dans une époque qui est totalement nouvelle par rapport à nos années 60, où il y avait cette religion de l'histoire que nous avions tous épousée avec la révolution comme adviendrait à l'échelle de nos vies. Donc c'était un horizon très clair, une certitude. Et comme tu as raconté à l'instant, et c'est ça le point qui m'intéressait avant que tu partes, que pour le PRT, c'était le mouvement social, la participation active au Cordobazo, et pour le MIR, qui naît en 65 et se développe fortement avec ce nouveau sujet révolutionnaire que nous appelions les pauvres de la campagne de la ville, donc les marges, comme tu le rappelais, qui a été fondamental. Et il y a eu donc une réelle vision à ce moment-là, après les premières périodes de guérilla rurale, de mouvements qui naissaient comme mouvement, même si l'organisation proprement telle avait un côté léniniste et nous étions bien organisés, et bon, c'était le militant de l'époque, il y avait cette relation totalement vitale avec les gens, avec les luttes concrètes. Ce qui a fait pour le MIR de ne pas lancer à aucun moment des actions armées contraires à cet élan du peuple chilien qui suivait Allende, etc. Bon. Donc, je voulais rappeler ça parce que c'est trop rapide de nous voir totalement déconnectés, comme ayant fait subir un mouvement, c'est-à-dire que dans les logiques, dans l'analyse de la tactique, dans les périodes de durcissement bureaucratique des appareils, bien sûr, tous les erreurs sont là pour qu'on se retrouve en face à face avec les militaires et on ne tue un par un, non, de la répression. Mais je n'oublierai jamais que c'est finalement la décision de la répression, comme tu as rappelé très bien, d'atteindre les leaders du mouvement social et ensuite les plus dangereux. Et les plus dangereux, bon, on le sait bien, après le coup d'État au Chili, c'est le MIR, puisque, voilà, parce qu'on est là avec les gens. Donc, je trouve que appeler à réfléchir à une organisation possible de sentir l'organisme aujourd'hui, il est indispensable. Et que tout simplement mouvement, je sens bien à chaque fois que j'y participe qu'il y a un problème, que la visée stratégique, il faut qu'elle soit présente. Et donc, juste pour rappeler que, par exemple, d'étudier, de suivre le mouvement des sans-terre au Brésil aujourd'hui, qui prennent leur essor dans tous ces grands moments que Jeannette rappelait des années 60, et qui forment les paysans, les occupants de terre, d'une manière à l'émancipation complètement et en lien
avec leur territoire. Voilà, les sans-terre sont une organisation. Et ça me semble important de le rappeler. Voilà, c'était juste ça, pardon. Non, écoute, moi je pense que ce que je dis, je ne sais pas si c'était clair ou pas, je dis qu'effectivement la lutte armée, l'hypothèse de la lutte armée naît vraiment d'une très 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 large frange de la population, toute confondue. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte d'identité entre les origines des Montoneros ou de l'Herbe ou de la Fal avec les luttes du peuple, la contre-culture. Il y a une origine commune. Et petit à petit, ça se sépare. Petit à petit, ça se sépare. Mais au début, effectivement, il y a la guérilla n'est pas une anomie, tu vois, c'est-à-dire la guérilla, effectivement, elle naît, dans tous les cas, moi je parle pour l'Argentine, n'est-ce pas, la guérilla, elle naît d'un truc qui était une évidence, à mon avis, plus grande qu'au Chili ou qu'en Uruguay, c'est que jamais un gouvernement démocratiquement élu avait fini son mandat et que le principal parti populaire était interdit. Donc les voies démocratiques étaient absolument closes chez nous, tu vois. Alors donc il y avait une sorte d'évidence. La séparation était petit à petit. En revanche, juste un point. Quand tu dis, d'abord ils sont attaqués les mouvements populaires, les leaders, les artistes, et après sont attaqués les plus dangereux, tu disais. Pour moi, non. Pour moi, le plus dangereux pour le pouvoir, c'était le mouvement qui sont attaqués d'abord. Parce qu'une fois qu'on restait nous face à face, nous, on n'était pas les plus importants. Nous, on était devenus vraiment une sorte de caricature spéculaire, tu vois. Je l'ai dit, que ce soit clair, je pense que je ne me repens d'un jour de participer pendant 9 ans à l'PRT-ERP. C'est-à-dire, quand je mets mon curriculum, je mets, voilà, ça. Je mets ça, pourquoi? Alors, les gens disent, c'est exagéré quand même. Non, mais parce que ça m'a formé beaucoup plus que n'importe quel doctorat, je sais pas quoi. Donc, je revendique ces passés. Simplement, dans ces passés-là, ce n'est pas une reconstruction après coup, que les contradictions qu'il y avait entre l'appareil et la base étaient énormes. Énormes. J'ai fait un bouquin avec Luis Mattini, le commandant suivant, n'est-ce pas, qui était un ami, bon, qui est un ami, etc., dans lequel on a fait un bouquin à 2 voix, dans lequel il racontait comment, effectivement, ils ignoraient ce qui était l'ERP dans la réalité. Parce que 90% du temps d'un combattant de l'ERP, c'était le travail des masses, le travail de l'éducation, le travail syndical, le travail dans la culture, n'est-ce pas, et 10% des combattants. Or, effectivement, il y avait les PRT-ERP vus depuis Santuccio dans sa planque, n'est-ce pas, et la réalité. Donc, même jusqu'à la fin, la réalité était beaucoup plus large et moins appareil qu'à la fin. Le problème, c'est que l'appareil a évité que cette puissance-là se développe. Même quand arrivent les pires des coups d'État de l'Argentine en 1976, il y a 2 choses, tu vois. Et moi, je le dis avec douleur, je ne le dis pas du tout en faisant le malin. Santuccio décide d'attaquer une garnison énorme, Montecingolo, dans laquelle enclenche des centaines de combattants et des périphéries. Il engage tout ce qu'on avait. Il savait que c'était chanté, qu'il y avait 90% de chances qu'il nous attendait. Alors, tu vois, toi tu adhères, toi tu penses qu'il faut faire, tu es d'accord avec la lutte armée, sauf que toi tu ne sais pas que le commandant savait qu'il nous attendait, par exemple, tu vois, ou qu'il aurait dû être très prudent parce qu'il y avait de fortes chances de que s'étaient tombés tous les gens qui avaient organisé. Il dit non, peu importe, il dit le commandant Pedro, voilà, il ne peut pas parler sous la torture. Donc il n'a pas pu chanter le... Je ne sais pas si le commandant Pedro a parlé, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous attendaient et qu'ils nous ont massacrés. Tu vois? Alors, le problème de l'appareil, c'est ça. Tu vois? Le problème de l'appareil, c'est que toutes les actions à la base sont des actions dans lesquelles tu connais les tenants, les aboutissants, grosso modo. Tu vois? Aussitôt l'appareil s'est imposé, nous, on était d'accord globalement, mais on n'avait plus les tenants et les aboutissants. Tu vois? La pensée d'un mouvement horizontal est la pensée dans laquelle, pour se libérer, les gens ne doivent pas obéir. Tu vois? Et qui participe à des actions dans lesquelles tu ne vas pas te trouver dans un Montecingolo. Tu vois?
je respecte la mémoire de Santuccio, tu vois, je revendique tout ce qu'on a fait, mais dans l'herbe, bien qu'en étant officier militaire et en ayant des responsabilités militaires, je veux que sanctionner. Alors je peux t'assurer qu'il y avait une opposition. Parce que je n'étais pas le seul à m'opposer à monter à Tucumán, je n'étais pas le seul à m'opposer à dire que la voie armée c'était la seule chose, tu vois. On était énormément. Mais le problème c'est que depuis la planque, tu vois, et la stratégie, on ne voit pas. Alors ce qu'il faut, c'est non pas critiquer, ni faire le malin après coup. Il ne faut plus construire des planques avec des comités centrales et des bureaux politiques, quoi. Maintenant que je me fais encore plus d'amis, je dis au revoir. Et il y a mon patient qui m'attend. Hein. J'espère qu'en tant que clinicien, je sois mieux qu'en tant que guerrillero. Bon, merci. Merci, Miguel. Et puisque pour le moment il n'y a pas d'inscrits, je vais moi faire quelques remarques sur tout ça. Alors d'abord, d'abord pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on est au début du XXIe siècle, le bilan des partis politiques, pas seulement des partis politiques, hein, des organisations en général, des organisations syndicales, etc., bon, est un bilan qui commence à peser lourd dans les consciences populaires, évidemment, à cause de tous les échecs subis. Ce bilan, bon, il est d'abord quand même, autant vous dire que, d'ailleurs, je ne partage pas l'analyse qui sous-tend l'expérience de Miguel Benassayag. Bon, l'expérience, c'est autre chose. Mais l'analyse de cette expérience, je ne la partage pas. Et je ne la partage pas parce que, premièrement, le phénomène majeur du XXe siècle, qui caractérise toutes les organisations sans exception, c'est un phénomène de bureaucratisation. Et la bureaucratisation, c'est quelque chose qui a été analysé de manière extrêmement rigoureuse, que ce soit par Robert Michel au début du XXe siècle et par de très nombreuses contributions depuis. Et la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à analyser effectivement, et ça vient de loin, hein. Ça vient, on peut remonter à l'Allemagne, au parti, à la social-démocratie allemande, au débat qu'il y a à la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, etc., vient en partie de l'incrustation dans les institutions, les voies parlementaires, etc., et le débat vient d'une contradiction réelle qu'on connaît aujourd'hui encore. Comment on contrôle. La représentation, c'est quoi? Comment on contrôle les élus? Comment les mandats sont-ils observés? Comment la révocabilité des élus est-elle appliquée? Et est-elle appliquée, etc. De quel salaire, de quels moyens dispose-t-il? On a quand même un arsenal maintenant d'instruments qui ne sont pas utilisés pour contrôler justement les élus et pour enrayer, ou pour limiter en tous les cas, cette bureaucratisation qui est un phénomène majeur et qui affecte toutes les organisations sans exception. Donc c'est par là quand même que je commencerai. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui a été évoqué par Miguel, mais qui est le phénomène d'une forme d'avant-gardisme et de substitutisme, bon, qui a particulièrement marqué toutes les formes de lutte armée, effectivement. Enfin, pas toutes, hein, je vais en dire deux mots ensuite, mais qui est une forme de substitutisme et d'avant-gardisme qui n'apprend pas la même forme que la bureaucratisation, mais qui débouche sur, effectivement, des séparations totales, voire des autonomies complètes entre les directions, les militants et, plus large que ça, la population, qu'il s'agisse d'ouvriers, de salariés, d'étudiants, etc. Bon. Mais derrière tout ça, il y a quand même une question stratégique majeure. Enregistrons les échecs sur ce plan-là, enregistrons donc toutes les difficultés qu'on a connues. Et aucun problème pour les critiquer et pour en faire le bilan. Mais enfin, il y a un autre bilan qu'il faut faire. C'est la question stratégique majeure, qui est celle pour ceux qui pensent qu'il y a une émancipation pour laquelle il faut combattre, qu'il y a un système qui doit être à un moment donné, aujourd'hui, en plus avec sa complexité économique, sociale, écologique, etc., qui doit être renversée. Bon, quels sont les moyens qu'on se donne? Donc,
en Amérique latine, il y a un débat actuellement, enfin, ça fait un bout de temps d'ailleurs que ce débat existe, mais c'est un débat entre John Holloway, c'est un débat avec Raoul Sibeki, c'est un débat qui relativise, mais ça existe, Tony Negri aussi, qui relativise la question du pouvoir. Moi, je comprends qu'on puisse, à cause de toutes les déformations que je viens de rappeler, qu'on puisse relativiser cette question-là, mais force est quand même de constater que cette question-là n'a pas été résolue, où que ce soit, ni par qui que ce soit. Donc, nulle part par les organisations, par ce qu'on a appelé soi-disant le socialisme, qui n'avait rien à voir avec le socialisme, enfin bref. Mais encore faudrait-il donner des contre-exemples. Alors, Carmen rappelait à juste titre, le MST brésilien, c'est une organisation. Les zapatistes, c'est une sacrée organisation. Bon, y compris une organisation militaire, mais qui a fait preuve d'une tactique ou militaire de conception très différente. Ceci dit, bon, quand Marcos avait comme objectif justement de se replier, bon, s'est replié sur le Chiapas, n'a pas eu de proposition nationale. Le bilan au Chiapas est très intéressant, et c'est un bilan très important. Je partage tout ce qu'on a dit sur le fait que l'indianité a été abandonnée, rejetée, etc. Bon, mais le rapprochement, la fusion des révoltes suppose d'avoir une stratégie. Bon, et si on n'a pas de stratégie, et si on ne se pose pas cette question du pouvoir, eh bien, on va nulle part. Et malheureusement, je pense que c'est fondamentalement les questions qui nous sont posées aujourd'hui dans le monde, et qui nous sont posées partout, absolument dans tous les pays. Alors, elles se posent de manière différente, mais si vous voulez, en plus, avec la globalisation, la mondialisation, comme vous voulez, qu'on connaît aujourd'hui, alors les mouvements sociaux sont un élément clé, décisif. Bon, mais le problème, c'est, et je vois bien qu'on ne règle pas jusqu'à maintenant cette question de façon satisfaisante, mais le problème, c'est leur articulation, non pas avec des avant-gardes autoproclamées, mais avec des formulations stratégiques qui fassent que ces mouvements sociaux, à un moment donné, puissent se rassembler, se concentrer, s'articuler et s'affronter à quelque chose qui, de toute façon, est en face. Enfin, il y a des appareils d'État, il y a aujourd'hui, en plus que des appareils d'État nationaux, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Donc, je pense que la vision critique est tout à fait compréhensible, mais en dehors de ça, elle ne peut pas elle doit obligatoirement être repensée, et on le voit tous les jours, cette articulation mouvement social et le politique, bon, ça doit être repensé par des moyens de contrôle, des moyens qui sont, enfin, on a quand même tout un arsenal de réflexion des sociologues, des politologues, sur la manière dont les représentants politiques, dont la représentation doit être construite, mais je ne pense que c'est impossible d'évacuer cette question-là. Voilà, alors j'ai vu, oui. Il faut quand même faire attention à ne pas des fois relire l'histoire du passé avec des éléments d'aujourd'hui. Parce que quand même, l'époque 68, c'est l'époque des libérations des peuples, y compris par exemple contre le colonialisme français. Bon, c'est la guerre du Vietnam, c'est Cuba, donc c'est vrai qu'on est utopiste et on croit tous que la révolution c'est le lendemain, partout, dans plein d'endroits de la planète, dont l'Amérique latine, dont une partie de l'Europe et ainsi de suite. Donc, après, on a fait des tas de conneries. On payait cher parce qu'il y a des tas de camarades disparus, des camarades assassinés, et ainsi de suite. Donc c'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Enfin, moi, j'étais un petit peu gêné par rapport à ce que disait Miguel, même si, le connaissant depuis longtemps, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais oui, il y a eu des erreurs de fait. Oui, c'est douloureux de reparler parce que il y a eu beaucoup de camarades morts. Mais il faut quand même faire attention dans quel contexte ça s'est fait. Et de ce point de vue, voilà, j'inverse, c'est l'Amérique latine vue de mai 68 en France, et quelques années après, c'est qu'on est dans le romantisme révolutionnaire. Moi, c'est l'impression que j'ai, donc j'ai 15 ans en 68, je m'engage dans le politique, et moi, l'Amérique latine, c'est le romantisme révolutionnaire. Bon, c'est vrai que je fais dépolitiser, vous avez compris. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pleuré quand j'ai appris la mort de Che Guevara, on est dans cette ambiance, et donc, ce qui se passe en Amérique latine pour nous,
c'est comme un exemple de ce qui est possible. Bon, et on verra après que non, on ne copie pas les... En plus, il y a aussi ça, je pense, la grande leçon de cette époque, c'est qu'on ne peut pas faire de copier-coller, même si à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur ni de traitement de texte, mais qu'on ne peut pas copier de ce qui se passe dans un pays, dans un autre, même au niveau d'Amérique latine. La situation d'Argentine, moi j'ai vécu un an en Argentine, la situation est très spécifique. En Argentine, c'est une structuration politique qui n'a rien à voir avec aucun autre pays, donc on ne peut pas tirer un bilan de ce qui se passe en Amérique latine, par exemple, à partir de ce qui s'est passé en Argentine. C'est quand même très spécial. Bon. Donc, sur la bureaucratisation, oui, mais en même temps, quand vous êtes dans la clandestinité, vous ne faites pas des assemblées générales sur la place de la République. Hein. Bon, alors après, ça a des tas de conséquences désastreuses. Bon, Miguel en a expliqué, moi je me rappelle une par rapport au Chili, je pense que, et Maïté et Carmen pourront confirmer. Moi je me rappelle quand il y a eu le plébiscite, enfin, ce que Pinochet voulait comme un plébiscite en 88. Bon, le MIR à l'extérieur était contre la participation, et les camarades à l'intérieur étaient pour. Bon, ce qui prouve effectivement la coupure des fois contre la direction politique à l'extérieur et se rend plus compte de ce qui se passe réellement dans les profondeurs du pays. Donc c'est un vrai problème, mais c'est un problème lié à une situation très spécifique, une situation de dictature. Alors après qu'il y ait de la bureaucratisation dans nos organisations syndicales, associatives, parce qu'on tape beaucoup sur les syndicats et sur les partis, mais je veux dire, les dirigeants d'associations à vie, et en général en plus c'est aussi des mecs, comme dans les partis et les syndicats, mais ça existe, mais dans tous les secteurs associatifs, hein. Franchement, c'est quand même très répandu. Donc oui, il y a un débat sur ça, mais moi je dirais, comme on dit toujours, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il faut avancer, mais il faut trouver un compromis entre lutter contre la bureaucratisation et des formes sans forme, si on peut dire, bon, par exemple Nuit debout, qui ne débouche sur rien au bout d'un moment. Donc, et c'est ça notre difficulté dans notre siècle actuel, avec le contrôle maintenant sur l'information, sur nos esprits, quoi, par tout ce contrôle informatique. Donc comment on arrive à reconstruire une articulation entre la pensée à la base et quand même le fait que c'est pas uniquement pour penser, mais c'est aussi pour agir. C'était Martine Biard, dont je partage les remarques.